Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal dont voici le sommaire. 72 milliards 794 millions de francs CFA, c'est le budget exercice 2020 de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. Budget arrêté ce mercredi au cours de la session ordinaire budgétaire. À suivre également dans ce journal, la réapparition de la série H au lycée technique et commercial. Ce matin, le ministre de l'enseignement technique professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi y était pour constater. En sport, les Diables Rouges Dames U20 quittent la capitale ce jeudi pour Luanda en Angola. Les chances des Congolaises est à suivre dans ce journal. Voilà tout pour le sommaire. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans cette édition du journal. Des câbles électriques qui passent par des feuillages d'arbres, quelquefois vieillissants. Le phénomène est observé un peu partout. Seulement, cela peut constituer une situation incommodante quand ces arbres sont prêts à céder, entraînant dans leur chute les dispositifs électriques avec noir qui s'ensuit. La situation sévit à Dolisie et voici le reportage de nos correspondants Démontez Mavungu et Aurélien Zingé. En sillonnant les artères de la ville de Dolisie, l'on observe qu'à côté d'un arbre vieillissant passent les poteaux et câbles électriques de la société EDC. Un phénomène urbain au cœur d'un danger public, sachant qu'un arbre subissant la pression d'un vent peut entraîner dans sa chute tout le dispositif électrique qui assure l'éclairage de la ville. Un danger légion dans les villes des départements du Congo, loin d'une situation particulière à la ville de Dolisie. Pourtant, les services municipaux, de concert avec les responsables de la Société Énergie électrique du Congo, allaient trouver la possibilité d'élaguer les branches de certains arbres vieillissants pour sauver les installations électriques contre la chute des arbres. En prenant l'option des villes vertes dans les départements du Congo, les autorités en charge de ces sites de plein exercice municipal devraient, avant tout planting d'arbres, se rassurer de leur distance avec les câbles électriques. Parfois, démolir les câbles vieillissants pour aérer le décor des artères et rendre visibles les installations de l'éclairage public. À la une de l'actualité, Brazzaville accueille ce jeudi la réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. De nombreux chefs d'État prendront part à cette réunion pour réfléchir sur les pistes de sortie de crise en Libye. Certains sont attendus ce soir et même déjà au milieu d'après-midi. Le président Djiboutien a foulé le sol congolais pour participer à cette réunion, à sa descente d'avion. Ismaël Omar Guilé a été reçu par le ministre d'État Gilbert Ondongo. Cette réunion sur la Libye sera donc la 8e du comité de haut niveau de l'Union africaine. Elle va aussi regrouper plusieurs acteurs majeurs de la crise libyenne, en l'occurrence les chefs d'État et de gouvernement du comité de haut niveau, les représentants des pays africains, membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, ceux des pays membres du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, les partenaires des États sahélo-sahariens, les partenaires internationaux sur ce dossier libyen sont également associés à cette réunion, sans oublier l'Allemagne, la Russie, la France et les Nations Unies. Elle regroupera plusieurs acteurs majeurs de la crise libyenne, en l'occurrence les chefs d'État et de gouvernement du comité de haut niveau. Ces assises permettront au président Denis Sassou Nguesso, en sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, de réaffirmer la position de l'Afrique, essentiellement axée sur la tenue du forum de réconciliation nationale interlibyen inclusif préalable au déroulement des élections libres, crédibles et apaisée. Elle procédera également à l'actualisation de la feuille de route de l'Union africaine sur la Libye, en ce qui concerne notamment la mise en place du comité préparatoire et du comité de facilitation, ainsi que la définition des modalités d'organisation du dit forum.
72 milliards 794 millions de francs CFA, c'est le budget exercice 2020 de la Caisse nationale de la sécurité sociale, CNSS en sigle. Il a été arrêté au cours de la session ordinaire budgétaire tenue par la CNSS ce mercredi à Brazzaville, session présidée par Georges-Emmanuel Zola. Reportage de Théodore Balosa. Malgré la crise qui sévit au Congo et dans la quasi-totalité des pays du monde, la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS a réussi à maintenir le niveau de ses activités et le budget 2020 arrêté en recettes et en dépenses à la bagatelle de 72 milliards 794 millions de francs CFA est en hausse par rapport à celui de l'année 2019 écoulée. C'est la substance à retenir de ce compte rendu de la session ordinaire budgétaire de la CNSS tenu ce jour à Brazzaville avec à la clé 7 affaires passées au peigne fin par les participants. L'inspecteur général de la CNSS, Claude Isidore Miré, sur ce compte rendu. Le Conseil a adopté le plan d'action 2020 de la CNSS qui comprend 11 actions s'articulant autour des 3 axes prioritaires ci-après. 1. La consolidation de la gouvernance avec un accent particulier sur la rationalisation des charges d'exploitation et le renforcement des contrôles dans tous les domaines. 2. La redynamisation du recouvrement afin de garantir la capacité opérationnelle de l'organisme. Et 3. La poursuite de la promotion de la sécurité sociale avec 2 volets. L'extension de la couverture sociale aux populations actives non couvertes et la promotion de la prévention des risques professionnels. A noter que 4 délibérations et une recommandation ont été adoptées à l'issue des travaux ouverts et clos par Georges-Emmanuel Zola, président de séance en lieu et place du directeur général de la CNSS, Christian Barros, empêché. Dans le but d'améliorer le système de la statistique nationale en atelier, du plan succinct du projet de construction du complexe de l'Institut national de la statistique et du centre d'application de la statistique ainsi que de la planification a été organisé à Brazzaville. Le site qui abritera ce siège a été également visité. Suivez. Le projet de construction du complexe de l'Institut national de la statistique, INES, et du centre d'application de la statistique et de la planification, CASP, a été présenté à la presse. C'était lors de la télé de validation du plan succinct du dit complexe. Plus de 13 milliards de francs CFA. C'est le coût global de ces travaux cofinancés par le gouvernement congolais et la Banque mondiale. Le directeur de cabinet du ministre du plan, de la statistique et de l'intégration régionale, président du comité de pilotage du PESTAT, Ferdinand Sosten Likuka, dans son speech a indiqué que ce siège permettra l'amélioration du cadre institutionnel et organisationnel du système de statistique nationale qui est un maillon essentiel pour le développement d'un pays. Le système statistique national est un maillon essentiel pour booster le développement d'un pays. Cet objectif ne sera être atteint que si l'Institut national de la statistique dispose d'un cadre approprié de travail, d'où l'intérêt particulier de construire un complexe immobilier devant abriter l'INES et le CASP. Ce besoin de construire un complexe CASP, INES-CASP, formulé par les autorités congolaises, a été accueilli favorablement par la Banque mondiale. C'est dans ce contexte qu'en date du 9 avril 2019, le gouvernement et la Banque mondiale ont conclu un accord de financement additionnel de 20 100 000 euros, soit environ 13 milliards 184 millions 750 700 pour être au centime près, et en dollars, ce qui donnera 25 millions de dollars US. Après cette présentation, la délégation du ministère du Plan s'est déportée au site du foyer du TP à Mpila, lieu où sera érigé ce complexe. Les techniciens nous ont dit que 40 maraîchers et 10 équipes de football seront indemnisés sur ce site. Pour l'heure, ils sont à l'étape de l'identification des bénéficiaires. Il se tient depuis ce matin à Brazzaville la réunion de haut niveau sur la cybercriminalité. C'est une rencontre technique qui a regroupé les experts de l'Union européenne et du Congo. Le but est d'étudier les conditions de la mise en œuvre du projet Cyber 4 qui vise à protéger les infrastructures essentielles. Le reportage de Armand Sonza et Evrad Mungondo.
Cette réunion de haut niveau sur la cybersécurité et le renforcement de la cyber-résilience, qui regroupe d'un côté les experts de l'Union européenne et les parties prenantes du Congo de l'autre, permettra d'étudier les conditions de la mise en œuvre du projet CyberFordive. Ce projet vise à accroître au Congo la sécurité et la résilience des infrastructures, des réseaux et systèmes d'information critiques soutenant les services essentiels du pays, tout en garantissant le respect des droits de l'homme et de l'état de droit grâce à l'adoption et à la mise en œuvre d'un ensemble complet de politiques en termes d'organisation et des mesures techniques. Le projet CyberFordive vise également à donner à chacun l'accès aux avantages d'un cyberespace ouvert, gratuit, sécurisé et résilient. La cybersécurité constitue un défi de taille auquel nous sommes tous confrontés. Il est donc temps que les spécialistes et autorités en charge de la protection des données collaborent davantage pour améliorer les mesures de protection dans le secteur public et privé. Je souligne que cette réunion de haut niveau sur la cybersécurité tentera d'apporter des éléments de réponse susceptibles d'aider à la maîtrise des problématiques liées à l'externalisation, notamment au sein des administrations, organismes publics et infrastructures d'importance vitale, publiques et privées. Je ne pourrais laisser passer l'occasion sans évoquer devant vous certaines actions réalisées par le gouvernement dans le cadre du renforcement de la cybersécurité au Congo. Chaque pays a besoin de cybersystèmes robustes pour protéger ses infrastructures essentielles. Les résultats attendus de cette réunion de haut niveau sur la cybersécurité permettront au Congo d'avoir une volonté politique accrue pour agir sur la cybersécurité, puis de bénéficier des méthodes de coordination entre les autorités en charge de la cybersécurité et de la cybercriminalité. En éducation, ceux qui sont passés au lycée technique le savent sans doute. Il n'y avait pas une branche consacrée à l'informatique. Mais depuis l'année passée, la série H a réapparu et on pourra désormais voir la série H1 et H2 au lycée technique commercial et H3, H4, voire même 5 au lycée technique industriel. Ce matin, le ministre Antoine Nicéphore Fila-Saint-Eudes a effectué une descente sur les lieux pour constater. Reportage de Giscard Mahou. Il y a bien longtemps que la série H avait disparu des listes de séries d'enseignement technique. Depuis l'année passée, c'est chose faite. On parle encore de la série H pour l'informatique, dans l'enseignement technique. Et dans cette salle de H1, pour le système d'information et gestion administrative, les élèves sont tout ouïes pour suivre les explications. Dans cette salle aussi de H2, même exercice. Ici, nous sommes au système d'information des organisations. Pour booster la chose, le ministère d'enseignement technique a offert ici au lycée technique commercial 40 ordinateurs qui aident à renforcer le parc matériel. Et ce matin, le ministre d'enseignement technique et professionnel lui-même est venu voir comment se déroulent les enseignements. Occasion aussi de se faire une idée de ce que le département informatique a fait. Et dans cette salle, Internet et traitement des résultats du lycée commercial. C'est un prototype de logiciel mis en place dans ce lycée qui attire l'attention du ministre. Pour le proviseur du lycée commercial, qui sait qu'il ne suffit pas de rouvrir la série H. L'important, c'est ce qui va être fait après. On est prêt pour la formation de qualité pour nos enfants, pour un rendement de qualité. Et ces élèves, je vous apprends qu'ils seront compétitifs sur le terrain. Ils étaient nombreux, il y a eu des recalés qui sont restés en seconde pour la formation, pour parfaire leur formation. Je crois que nous aurons là des bons produits qui seront compétitifs sur le marché et pour le meilleur de notre pays. Après, le lycée technique commercial, le lycée technique industriel, ici, c'est une salle multimédia qui est ouverte. Une occasion
l'occasion aussi pour les élèves de ce lycée de se familiariser davantage avec l'outil informatique. Et ici, au lycée technique industriel, on parle de la série H3, H4 et H5. Les élèves du lycée Chaminade pourront compter sur elle dans le cadre des revendications qui pourront être les leurs. Jennifer Mwambi, élève de la terminale D7 au lycée Chaminade, a été élue présidente de PSEC Chaminade à l'issue d'une assemblée générale qui avait aussi dans son agenda la sensibilisation sur le civisme. Reportage. L'Assemblée générale de la planche de salut des élèves et étudiants du Congo PSEC, section Chaminade, avait deux temps forts. Le premier, une campagne de sensibilisation sur le civisme, dans le prolongement de la célébration de la journée nationale du civisme. Et la violence en milieu scolaire était parmi les points abordés. Les violences ne sont plus récurrentes comme avant. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut recadrer l'action syndicale. On ne peut plus rester sur les violences, où les violences ont considérablement baissé. Et il a fallu une réflexion pour recadrer l'action syndicale de l'établissement. Et c'est là où nous avons pensé au CIFORDI, c'est-à-dire les C à la puissance 4D. Les CIFORDI, ce sont des cercles de conscientisation au civisme, à la citoyenneté et à la discipline. Et apparemment, le message est bien passé. On ne vient pas à l'école quand même pour qu'on nous appelle Mbappé. Non, on n'est pas là aussi pour venir à l'école pour courtiser des professeurs. Non, on est là pour devenir les cadres de demain. Autre moment au cours de cette assemblée générale, la mise en place du bureau PSEC Chaminade. Et avant, petit moment de campagne entre candidats avant le vote. Si je suis élu président, je me chargerai de défendre les droits de tous les élèves. Il n'y aura pas d'exception. Si je suis élue présidente, je me chargerai de régler le cas de chacun, d'essayer de ramener un peu à la raison provisoire qui essaie d'intimider les élèves en classe. J'essaierai de faire de mon mieux. À la fin, c'est Jennifer Mwambi qui a été élue. La nouvelle présidente PSEC Chaminade a déjà sa petite idée de ce qu'elle va, entre autres, faire. Je vais essayer de faire de mon mieux pour essayer d'améliorer certaines conditions de certains élèves. Il y a ces gens qui sont de fois dans les classes informatiques, il y a plein d'élèves. J'essaierai de mon mieux de ramener vers le président. Si le président peut voir avec le proviseur s'il y a des trucs à faire ou bien des trucs à ne pas faire. Reste à le prouver sur le terrain de l'action. Et puis il y a 8 ans que le chef d'orchestre Les Bantous de la capitale, Nino Malapé, trépasse. En ce jour commémoratif, nous sommes rapprochés de son neveu, Dieudonné Serge Sondé, ancien cadre de Sidolou et des PTT. Suivez son évocation sur l'un des grands compositeurs, comme on le considère aussi, dans ce reportage de Morel Mabélé. Je commence par dire merci maman. Au départ, nous-mêmes, on ne comprenait pas la profondeur de cette aventure. C'est après, avec le temps, avec l'expérience, tout, on a compris que nous avions une mission, nous avions une espèce d'apostolat. Et l'orchestre Bantou, qui chante la vie, qui chante la manière de voir, qui chante la manière de vivre, a pensé qu'il fallait dire merci à maman. Pourquoi maman? C'est parce que maman, c'est la vie. Maman, c'est... Elle vient avant l'homme. Je m'explique. C'est pour ça que nous devons la respecter, nous devons l'aimer. Parce que maman enfante avec douleur. 29 janvier 2012, 29 janvier 2020, 8 ans jour pour jour que le saxophoniste, guitariste, arrangeur et auteur-compositeur congolais Nino Malapé quitta la terre des hommes. En ce jour commémoratif, nous avons rencontré le neveu de celui qui fut le chef d'orchestre des Bantous de
de la capitale, Dieudonné Serge Sodé. Il dit que son oncle n'est pas arrivé dans la musique au hasard. C'est son destin. Pendant qu'il rêvait être magistrat ou juriste, le pape Pie XII qu'il a rencontré au Vatican lui avait dit que tu seras star planétaire de la musique. C'est un grand choriste. Il a chanté dans la chorale, etc. Il est allé en France. Un jour, enfin une fois, ils sont allés au Vatican. Ils ont vu le pape Pie XII. Le pape Pie XII. Et quand ils ont fini la messe, c'est ce qu'il me disait, il passait pour dire bonjour au pape Pie XII. C'était les années 40 et quelques, parce qu'il est allé en France en 1948. Alors, il arrive devant le pape lui dit, ça c'est ce qu'il me disait, le pape lui dit, ah mon fils, toi tu seras, qu'est-ce que tu veux devenir dans ta vie? Il a dit au pape, oh je veux être un magistrat, un juriste, un magistrat. Le pape l'a vu, il dit non, tu ne pourras pas être magistrat, tu ne pourras pas faire ça. Je vais te dire ce que tu vas devenir. Tu seras un grand artiste. Comment Dieudonné Nino Malapé a-t-il commencé sa carrière musicale? Dieudonné Serge Sodé répond. Il a joué dans Negro Jazz. Il faisait quelques concerts chez Feignan. Et lorsqu'ils sont allés à Kinshasa, ils vont à Kinshasa pour une prestation, certainement pour aller enregistrer. Et dans cet orchestre, il y avait Edo, il y avait Kaba Joseph, il y avait bien d'autres. Ils arrivent à Kinshasa, ils ont fait des prestations et l'orchestre s'est disloqué à Kinshasa. Nino Malapé, qui fut un cadre de PTT à l'époque, avait démissionné pour la passion qu'il avait pour la musique. Je crois qu'il a correctement rempli son contrat sur terre. Il a rempli son contrat sur terre, très comblé, parce que c'est un grand artiste. Bon, on ne va pas évoquer ces questions-là, mais je voulais vous dire que c'est un grand artiste. Si j'ai des chansons qu'il a composées qui ne sont pas vendues, que je les ai ici avec moi dans ma bibliothèque, parce que j'ai tout un répertoire de Nino, j'ai beaucoup de répertoire de Nino. Il y avait des choses, quand vous écoutez, vous avez l'impression que c'est un génie. Même, je vais vous dire quelque chose, mais quand on a décoré Essou dit, vous savez, les décorations, on aurait pu donner à Nino. Et il dit que les 3/4 des chansons que nous avons faites dans Rokamambo et dans l'orchestre Bantou, c'est les arrangements de Nino Malapé. Nino Malapé, chef d'orchestre de Bantou de la capitale, est l'un des cofondateurs de cet orchestre mythique créé en 1959 avec Jean-Serge Essou, Ngangue Edo, Célestin Kouka et bien d'autres. Dieudonné Serge Sodé est aussi satisfait des hommages que la République avait rendus à son oncle. La République a fait beaucoup de choses pour Nino Malapé. Je vois seulement lorsque il est mort, quand il est mort, le 29, l'État congolais a fait de grandes choses. Je ne peux pas évoquer le président actuel, le président Denis Sassou Nguesso. Il a fait des choses. C'était extraordinaire. Je crois qu'on n'a pas fait ça à beaucoup de musiciens. Nino Malapé, ce virtuose de la guitare congolaise, avait enregistré son premier disque autour des années 1950 sous le label de Nogo Jazz. C'était à Kinshasa. Avec la rareté des artistes de talent à l'époque, Nogo Jazz a fini par se disloquer avec le départ de quelques artistes certainement à la recherche du mieux-être. Il y en a qui ont intégré les groupes comme Rokamambo, OK Jazz, de Grand Maître Franco et Africa Jazz.
Et on va prendre l'actualité internationale tout de suite avec la Voix de l'Amérique. Au Sénégal, des organisations de défense des droits humains ont appelé mercredi à la libération immédiate et sans condition du militant anti-système Guy Marius Sagna en détention préventive depuis son arrestation lors d'une manifestation il y a 2 mois. Au moins 15 personnes ont été tuées en 24 heures dans le territoire de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. 265 civils ont été massacrés depuis début novembre, ont indiqué mercredi des sources locales. 5 civils camerounais ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi lors d'une attaque de Boko Haram. L'attaque a été perpétrée dans l'extrême nord du Cameroun, près du lac Tchad, où les assauts du groupe djihadiste se sont intensifiés ces 3 derniers mois. La justice du Botswana a définitivement débouté mercredi l'opposition de sa quête en annulation pour fraude des élections législatives d'octobre dernier, consacrant ainsi la victoire du parti au pouvoir. En sport, les Diables Rouges U23 dames seront face à leur destin ce dimanche à Luanda en Angola, en match retour comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde U23 dames Panama-Costa Rica 2020. Alors, quelles sont les chances des Congolaises? Élément de réponse dans cet élément de Donald Goma. La DGSP Handball Senior Dames, Luanda, la capitale de l'Angola, s'apprête à recevoir une autre équipe congolaise, cette fois-ci de football dames. Il s'agit des Diables Rouges U20 qui quittent d'ailleurs la capitale ce jeudi. Dans la capitale angolaise, elles seront reçues par l'équipe dames de l'Angola pour la manche retour des éliminatoires du mondial U20 Costa Rica-Panama 2020. Sur les chances des Congolaises, elles sont intactes. Après leur victoire au match aller par 2-0, avec une bonne dose de concentration, les Diables Rouges partent tout de même avec les faveurs du pronostic. Il suffira aux attaquantes de faire preuve de beaucoup de réalisme devant les buts et à la défense de veiller convenablement au grain. Surtout, ne pas permettre au milieu du terrain de faire subir le poids du match à la charnière centrale. Angola-Congo se disputera ce dimanche et certainement en présence du 12e homme angolais. Le public qui répondra présent pour venir pousser son 11 national à la qualification. Mais les Diables Rouges doivent demeurer sereines et jouer sans complexe. Autres rencontres se disputeront sur le continent. Le Maroc recevra l'Égypte, l'Ouganda en découdra avec la Tanzanie, la Guinée sera aux prises au Libéria, le Gabon recevra la République démocratique du Congo, la Gambie matchera le Burkina Faso, la Guinée-Bissau recevra la Mauritanie, la Sierra Leone accordera son hospitalité au Sénégal, l'Éthiopie croisera le fer avec le Burundi, le Zimbabwe recevra le Malawi, le Botswana sera aux prises avec la Namibie et enfin l'Afrique du Sud croisera la Zambie. Et c'est sur cette note sportive que nous bouclons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle session d'information. Au revoir.